Arrête de faire des histoires. On a déjà décidé. Cette phrase m'a été lancée sans colère, presque avec lassitude, comme si protester était devenu mon unique défaut. Elle est tombée à la fin d'une discussion où, une fois de plus, j'avais tenté d'expliquer, de nuancer, de demander un peu de temps. Je me suis tue, pas parce que j'étais convaincue, parce que j'étais fatiguée. À cet instant précis, sans que personne ne le comprenne, la lutte de pouvoir a commencé. J'ai cessé de protester ce jour-là, pas par résignation, mais par lucidité. Je venais de comprendre que mes paroles, répétées, argumentées, chargées de bonne volonté, n'avaient plus aucun poids. Elles servaient même à justifier ce que je redoutais. Décider sans moi devenait plus facile quand je parlais trop. Je me souviens du silence qui a suivi. Un silence dense, inhabituel. On a cru qu'il signifiait mon accord. On s'est détendu. Les épaules se sont relâchées. Quelqu'un a changé de sujet. La décision était actée. Et moi, j'étais là, présente, mais déjà reléguée. J'ai senti une chaleur étrange dans ma poitrine. Pas de la colère, une clarté froide. Je comprenais enfin le mécanisme. Tant que je protestais, j'étais perçue comme un obstacle temporaire, une résistance à contourner. En me taisant, je devenais invisible. Et dans cette invisibilité, le pouvoir s'installait. Je n'ai rien dit en rentrant chez moi. J'ai marché lentement, comme si chaque pas devait m'aider à intégrer ce qui venait de se produire. Ce n'était pas la première fois qu'on décidait sans moi. Mais c'était la première fois que je voyais nettement le lien entre mes protestations et leur indifférence. Pendant des années, j'avais cru que parler protégeait. Que s'exprimer, c'était exister. J'avais défendu mes idées, mes intuitions, mes inquiétudes, avec cette conviction naïve que la persévérance finirait par payer. Je n'avais pas compris que, dans certains rapports, la parole devient un bruit de fond, un murmure qu'on tolère sans l'écouter. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Je repassais les scènes passées, les discussions interminables, les phrases répétées. Tu exagères. Tu t'inquiètes pour rien. On sait ce qu'on fait. Toutes ces réponses avaient un point commun. Elles ne répondaient jamais au fond. Elles fermaient la porte. Je me suis levée à l'aube. La maison était silencieuse. J'ai regardé mes mains, posées sur la table. Ces mains avaient travaillé, porté, donné. Elles avaient signé, soutenu, réparé. Et pourtant, on venait de décider qu'elles n'étaient plus nécessaires pour décider. Je me suis demandé quand j'avais commencé à être perçue comme un contretemps. Pas une personne, un contretemps. Peut-être au moment où j'avais vieilli, peut-être au moment où mon énergie s'était faite, plus calme, ou peut-être bien avant, quand j'avais accepté, par amour, par loyauté, de passer après. Cesser de protester n'a pas été une capitulation, ça a été un choix intérieur, un basculement silencieux. J'ai compris que ma voix ne retrouverait de poids que si je cessais de la gaspiller, que chaque protestation nourrissait l'idée que je pouvais être ignorée sans conséquence. Oh. Ce jour-là, j'ai décidé de regarder autrement, d'écouter plus que de parler, d'observer les gestes, les habitudes, les alliances. Le pouvoir ne se montre pas toujours. Il se devine dans ce qui est fait sans vous, dans ce qui est décidé trop vite, dans ce qu'on vous annonce au lieu de vous demander. Ils ont interprété mon silence comme un soulagement. Prism, enfin, semblait à y penser, elle a compris. Ils ne savaient pas que ce silence n'était pas une fin, mais un commencement. Que je venais d'entrer dans un temps différent, un temps où je ne réagirais plus à leurs décisions, mais où je préparais les miennes. Je sentais déjà quelque chose se transformer en moi. Une posture, une distance nouvelle. Je n'avais plus besoin de convaincre. J'avais besoin de comprendre. Et comprendre, pour moi, a toujours été le premier pas vers l'action juste. La lutte de pouvoir n'a pas éclaté ce jour-là. Elle n'a pas pris la forme d'un conflit ouvert. Elle s'est installée doucement, dans ce calme trompeur que seuls connaissent ceux qui ont cessé de se défendre inutilement. J'ai compris que le vrai combat ne se mène pas à voix haute, mais dans la manière dont on cesse d'alimenter ce qui nous dulcifère, écrase. Ils ont cru que mon silence était un abandon. Ils ignoraient que c'était une stratégie née de l'épuisement, affinée par l'expérience, et guidée par une certitude nouvelle. Je ne protesterai plus pour être entendu. J'agirai pour être respecté. Revenir en arrière, après ce silence inaugural,
m'a obligée à regarder ma vie d'un œil neuf. Non pour la renier, mais pour comprendre comment j'en étais arrivée là. J'ai replongé dans mes souvenirs, comme on feuillette un album ancien, avec tendresse, mais sans illusion. Oh, j'avais appris très tôt à protester poliment, à dire non sans froisser, à exprimer mes désaccords avec des précautions infinies. Dans ma jeunesse, cela passait pour de la sagesse. On me disait raisonnable, posé, fiable. J'en étais fière. Je croyais que cette manière d'être me protégerait, qu'elle m'assurerait une place durable, respectée. Avec mon mari, nous avions construit un équilibre apparemment solide. Il décidait vite, j'ajustais. Il avançait, je tempérais. Je croyais que cette complémentarité était une force. Quand je protestais, c'était pour ralentir, pour éviter les erreurs, pour préserver. Je ne m'opposais jamais frontalement. Je proposais. Je suggérais. Je négociais. Au fil des années, ce rôle s'est figé. J'étais devenue celle qui proteste doucement, jamais celle qui tranche. On me laissait parler, mais on avançait quand même. J'avais intégré cette logique sans m'en rendre compte. Protester était toléré tant que cela ne changeait rien. C'était même utile. Mes objections servaient d'alibi à des décisions déjà prises. On m'en a parlé. Pouvait, à on dire. Elle n'était pas d'accord, mais je me revois dans ces discussions où je tentais encore d'infléchir le cours des choses. Je préparais mes arguments. Je choisissais mes mots. Je faisais attention au ton. Et toujours, au bout du compte, la même sensation, celle d'avoir parlé pour rien. Je sortais épuisée, persuadée d'avoir mal expliqué, pas assez insisté, ou trop insisté. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ma persistance. Je croyais encore que la parole, répétée, finirait par être entendue. Je n'avais pas compris que, dans ce jeu à la, ma protestation faisait partie du décor. Elle ne dérangeait pas le pouvoir. Elle le confirmait. Elle lui donnait même une apparence de dialogue. Avec l'âge, j'ai continué à protester. Sur les mêmes sujets. Avec les mêmes formules. Et chaque fois, la réponse était plus rapide, plus sèche. On a compris. Ce n'est pas le moment. On ne va pas recommencer. Je sentais bien que quelque chose se refermait, mais je persistais, convaincue que céder serait pire. Je comprends maintenant que ce passé m'a préparé, malgré moi, à ce basculement. À force de protester sans effet, j'ai appris l'inutilité de certaines paroles. J'ai appris aussi à repérer ce qui se joue derrière les échanges, les alliances tacites, les décisions prises en amont, les silences complices. Ce jour où j'ai cessé de protester n'est pas né de nulle part. Il est le résultat de toutes ces années à parler sans être suivi, à exprimer sans influencer, à alerter sans être écouté. Mon silence n'était pas une rupture avec mon histoire. Il en était l'aboutissement logique. En cessant de protester, j'ai cessé de jouer le rôle qu'on m'avait assigné, celui de la voix critique inoffensive. Celui qui permet aux autres de dire qu'ils ont écouté, sans jamais modifier leur trajectoire. J'ai retiré ma parole de ce théâtre à là. Et aussitôt, quelque chose s'est déséquilibré. Je repense souvent à la femme que j'étais avant. Elle croyait encore qu'il suffisait de bien expliquer pour être respectée. Elle confondait dialogue et pouvoir. Elle ne voyait pas que le pouvoir commence là où l'on n'a plus besoin de convaincre. Et ce retour sur le passé n'a pas été amer. Il a été éclairant. Il m'a montré que je n'avais pas perdu ma voix. Je l'avais simplement utilisée au mauvais endroit, trop longtemps. Et maintenant que je me taisais, ce silence prenait une autre valeur. Il n'était plus l'ombre de la parole. Il devenait un espace d'observation, de recalibrage. Je n'étais pas encore passée à l'action. Mais je n'étais plus dans la répétition stérile. Je sortais enfin du cercle où protester servait surtout à me fatiguer. Cette prise de conscience, à elle seule, changeait déjà le rapport de force. La lutte de pouvoir ne s'était pas déclarée ouvertement. Elle se préparait. Et, pour la première fois, je n'étais plus celle qui réagit. J'étais celle qui observe, qui attend, et qui choisit quand parler ou se taire pour que cela compte vraiment. Les premiers signes de rejet ne sont jamais francs. Ils se glissent dans les détails, dans ces micros à décisions qui semblent anodines parce qu'elles ne font pas de bruit. Après avoir cessé de protester, j'ai commencé à voir ces détails avec une netteté nouvelle. Le silence avait affûté mon regard. Au début,
On a interprété mon calme comme un apaisement. Enfin, pensait à il sans doute. On me parlait moins, mais on me parlait encore. Les phrases étaient plus brèves, plus directives. On m'annonçait les choses au lieu de me les demander. Je répondais par un signe de tête, un d'accord posé, sans commentaire. Cette retenue les rassurait. Elle les autorisait. Puis vinrent les petites humiliations. Rien de spectaculaire, juste assez pour tester jusqu'où j'irais. On décidait d'un rendez-vous sans me prévenir, puis on s'excusait après coup, comme on s'excuse d'un détail oublié. On pensait que tu serais d'accord. Cette phrase revenait souvent. Elle me plaçait dans une position étrange. Refuser aurait été créer un problème. Accepter confirmait que mon accord était acquis par défaut. Mais, un jour, on a parlé de moi à la troisième personne alors que j'étais là. Elle n'a pas besoin de savoir les détails. J'ai senti un léger vertige. Ce n'était pas une attaque. C'était pire. Une déclassification. Je n'étais plus une interlocutrice, mais un paramètre. Je me suis tue. Pas par peur, par observation. Les regards ont changé aussi. Moins de consultation, plus de surveillance. On vérifiait mon humeur, mon niveau d'énergie, comme on jauge la disponibilité d'un outil. Tu n'es pas trop fatigué? Demandait Aon, non pour s'inquiéter, mais pour justifier une décision déjà prise. La fatigue devenait un argument commode, toujours présumé, jamais vérifié. J'ai compris alors que protester auparavant avait au moins maintenu une illusion d'égalité. En me taisant, j'avais retiré ce voile. Le pouvoir n'avait plus besoin de se justifier. Alors il s'exerçait à découvert, sous couvert de pragmatisme, et chaque petite humiliation venait consolider ce nouvel ordre. Je me souviens d'un repas où l'on avait préparé des places sans me demander mon avis. Donc, je me suis retrouvée en bout de table, loin de la conversation centrale. On m'a servi avec empressement, comme pour compenser. « Tu es bien là ?» a demandé quelqu'un, sans attendre la réponse. J'ai souri. J'étais bien placée pour voir. Ces gestes répétés dessinaient une cartographie précise. Qui parle, qui décide, qui approuve. Le silence m'offrait une liberté inattendue, celle de ne plus être prise dans la spirale des justifications. Je notais tout mentalement. Les phrases, les regards, les absences. Je découvrais une cohérence que je n'avais jamais perçue quand je m'acharnais à expliquer. Il y eut aussi les remarques déguisées en compliments. « Mon prof, tu es tellement compréhensive. On peut compter sur toi. » Ces mots-là, je les avais aimés autrefois. Désormais, je les entendais pour ce qu'ils étaient, des clôtures. Ils me remerciaient d'avance de ce que je n'avais pas encore accepté. Je répondais par un sourire neutre. Je n'offrais plus la validation attendue. À mesure que ces petites humiliations s'accumulaient, quelque chose se renforçait en moi. Pas une colère explosive, mais une détermination calme. Je cessais de chercher ma place dans leur dispositif. Je ne construisais une position extérieure, d'où je pouvais mesurer l'ampleur du glissement. Je réalisais aussi combien le langage pouvait être une arme douce. C'est plus simple. On n'a pas le temps. On verra plus tard. Autant de phrases qui déplacent la décision hors de votre portée, tout en vous, donnant l'impression d'y participer. En me taisant, je refusais de nourrir ce langage. Je laissais les mots tomber, sans les rattraper. La solitude s'est invitée, par moments. Une solitude lucide, pas plaintive. Elle me permettait d'entendre mes propres limites. Jusqu'où étais-je prête à être mise à l'écart, sans réagir? Où se trouvait la ligne qui, si elle était franchie, m'obligerait à agir? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais qu'elle viendrait. Je me suis surprise à ressentir une forme de gratitude pour ces humiliations. Elles me donnaient des preuves. Elles rendaient visibles des mécanismes longtemps restés flous. Sans elles, j'aurais peut-être continué à douter de moi, à croire que j'exagérais. Là, le doute changeait de camp. Ce troisième temps n'était pas encore la rupture. C'était l'apprentissage. L'apprentissage de ce que coûte le silence et de ce qu'il révèle. En cessant de protester, j'avais déclenché la lutte de pouvoir. Non parce que je l'avais voulu, mais parce que j'avais cessé de l'alimenter, du mauvais côté. Il croyait m'affaiblir par ces petites humiliations. Il ne voyait pas que chacune d'elles me préparait. Le silence, désormais, n'était plus une absence. C'était une accumulation patiente. Une réserve. Et je savais que le moment viendrait où cette réserve deviendrait action. La goutte d'eau n'a pas éclaboussé. Elle a coulé lentement,
presque élégamment, comme si l'on avait pris soin de ne pas faire de bruit. C'est peut-être cela qui a été le plus violent. Non, un matin, on m'a demandé de signer quelques papiers. Rien d'important, MATA, on dit. Juste pour simplifier. Le mot est revenu, encore. Simplifier. Comme s'il s'agissait de trier des factures, pas de disposer de ce qui me concernait directement. J'ai pris les feuilles. J'ai lu, et j'ai compris que quelque chose clochait. Les formulations étaient vagues, les dates trop proches, les engagements plus larges que ce qu'on m'avait présenté oralement. J'ai levé les yeux, j'ai posé une question simple. On m'a répondu rapidement, avec un sourire qui se voulait rassurant. Ne t'inquiète pas, on a déjà tout vérifié. Cette phrase m'a traversé comme un courant froid. Je n'ai pas signé. Jeudi passé, le silence qui a suivi a été bref, mais révélateur. On a repris les documents, un peu trop vite. On a changé de sujet. On m'a servi un café. Tout était fait pour refermer la parenthèse. Mais elle ne s'est pas refermée en moi. Au contraire. Elle s'est élargie. L'après-midi même, j'ai cherché à comprendre. J'ai ressorti mes propres dossiers. J'ai comparé. Et là, les pièces se sont assemblées. Des décisions avaient été préparées sans moi. Des démarches engagées en amont. On n'attendait plus que ma signature pour rendre l'ensemble irréversible. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas l'ampleur de l'acte. C'est la manière dont il avait été pensé. Tout était légal, en apparence. Tout était enveloppé de bonnes intentions. Pour t'éviter le stress. Pour gagner du temps. Pour ton bien. On n'avait pas cherché à me voler frontalement. On avait cherché à me priver doucement de mon pouvoir de décision. Je me suis sentie traversée par une colère froide. Pas celle qui explose. Celle qui clarifie. Jusqu'ici, je pouvais encore croire à des maladresses. À des excès de zèle. Là, je voyais autre chose. Une volonté de passer outre, en comptant sur ma fatigue, sur mon habitude de protester puis de céder, sur ce silence nouveau, interprété comme un blanc à seing. Mais je me suis assise. J'ai respiré. J'ai laissé passer l'onde de choc. Puis j'ai pris un carnet. J'ai noté. Les dates, les noms, les documents. Ce geste simple m'a ramené à moi. J'avais besoin de faits, pas d'émotions, de précision, pas de reproches. En écrivant, une certitude s'est imposée. Ce n'était plus une question de respect. C'était une tentative d'éviction. Douce, polie, mais réelle. On avait décidé que mon consentement pouvait être remplacé par ma signature distraite. Que ma présence pouvait être réduite à une formalité. Je me suis rappelé toutes ces années, à protester, à expliquer, à demander du temps. Et soudain, j'ai compris. C'est précisément parce que j'avais cessé de protester qu'ils étaient allés plus loin. Le silence, qu'ils avaient pris pour un abandon, devenait pour eux une opportunité. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais salutaire. Elle a marqué un point de non à retour. Je ne pouvais plus me contenter d'observer. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir. Si je me taisais encore, ce serait contre moi. Je n'ai appelé personne ce jour-là. Je n'ai confronté personne. Pas encore. J'ai laissé la colère se transformer en détermination. J'ai compris que la lutte de pouvoir avait changé de nature. Elle n'était plus diffuse. Elle était concrète, documentée, datée. Ce soir, là, en rangeant les papiers, je me suis sentie étrangement calme, pas rassurée, alignée. Je savais que quelque chose venait de basculer. Ils avaient cru que cesser de protester me rendrait inoffensive. Ils venaient de m'offrir la preuve que j'avais raison de me taire, provisoirement. La protestation avait cessé. L'illusion aussi. À partir de ce jour, je ne chercherai plus à être entendue par la parole. Je chercherai à être reconnue par les faits. Et cette décision, silencieuse mais ferme, allait changer le cours de cette lutte qui croyait déjà gagnée. Après cette journée, quelque chose en moi s'est refermé, et ouvert à la fois. Refermé aux illusions, ouvert à une lucidité nouvelle. Je n'étais plus dans l'incompréhension, ni dans la supposition. Je savais. Et savoir change la manière de respirer, de marcher, de regarder les autres. Les nuits suivantes ont été peuplées de pensées lentes. Pas de panique, pas de scène imaginée. Une réflexion méthodique, presque austère. Je repassais les faits, encore et encore, comme on vérifie une couture avant de tirer dessus.
Je voulais être certaine de ne rien déformer, de ne rien exagérer. La vérité devait rester nue, sans colère ajoutée. Je me suis interrogée sur mon propre cheminement. Comment avais-je pu en arriver à ce point sans m'en apercevoir plus tôt? La réponse n'était pas confortable. J'avais confondu loyauté et abdication. J'avais cru que céder sur des détails protégeait l'essentiel, sans voir que ces détails étaient justement l'essentiel. Chaque petite concession avait préparé le terrain. Bok, je me parlais beaucoup, à voix basse. Non pour me plaindre, mais pour me recentrer. Tu n'es pas faible. Tu es patiente. Cette phrase revenait souvent. La patience, je la connaissais bien. Mais je découvrais qu'elle devait désormais changer de fonction. Elle ne pouvait plus servir à attendre que les autres comprennent. Elle devait servir à préparer ce que moi j'allais faire. Je priais parfois. Pas comme on implore une solution miraculeuse, plutôt comme on demande de la clarté. J'avais besoin de garder mon axe moral intact. Je refusais de devenir dure, méfiante ou revancharde. Ce combat-là devait rester propre, non pour eux, pour moi. Peu à peu, la peur s'est retirée. Elle n'a pas disparu d'un coup. Elle a reculé, pas à pas, à mesure que je comprenais les mécanismes à l'œuvre. La peur naît souvent de ce qui est flou. Dès que les contours deviennent nets, elle perd de sa force. Et tout devenait plus net. J'ai commencé à me documenter. Discrètement. Sans en parler autour de moi. Je notais des mots à clé, des procédures possibles, des droits souvent ignorés. Je découvrais un monde que je n'avais jamais eu besoin d'explorer jusque-là parce que je faisais confiance. Cette découverte ne m'a pas rendue amère. Elle m'a rendue responsable. Je réalisais aussi quelque chose d'essentiel. Protester m'avait longtemps maintenue dans une position émotionnelle. Cesser de protester me plaçait désormais dans une position stratégique. Je n'étais plus celle qui réagit. J'étais celle qui anticipe. Cette inversion intérieure me donnait une force inattendue. Je repensais à leur regard quand j'avais refusé de signer. À cette seconde de flottement. Ce souvenir ne me quittait pas. Il me rappelait que mon silence n'était pas vide. Il contenait déjà une résistance. Une résistance calme, mais réelle. Et cette résistance-là devait maintenant se structurer. Je me suis aussi interrogée sur ce que je voulais vraiment. Pas ce qui serait juste sur le papier, pas ce qui serait symbolique. Ce que je voulais. Profondément. La réponse est venue simplement. Reprendre ma place de sujet. Pas de figure morale, pas de caution, tranquille. Un sujet qui décide, qui consent, qui refuse si nécessaire. Cette introspection m'a ramené à mon corps. Mélo ité, à ma fatigue réelle, distincte de celle qu'on me prêtait, à mes limites, que je connaissais mieux que quiconque. Je n'étais ni diminuée, ni dépassée. J'étais lucide. Et cette lucidité me rendait plus forte que toutes les protestations. Passées. Les jours passaient, et extérieurement, rien ne changeait. On continuait à me parler comme avant. Peut-être avec un peu plus de prudence. Ils croyaient la tentative avortée, l'incident clos. Ils ne voyaient pas que, pendant ce temps, je me reconstruisais intérieurement, pièce par pièce. Je savais désormais que la prochaine étape ne serait ni impulsive, ni bruyante. Elle serait préparée, maîtrisée, irréversible. Cette certitude m'apaisait. Je n'étais plus dans l'urgence de me défendre. J'étais dans la nécessité de faire juste. Cesser de protester avait été le début de la lutte de pouvoir. Cette phase d'introspection en était l'armature invisible. Je sentais que je sortais lentement du rôle qu'on m'avait assigné depuis des années. Là, et même si rien n'était encore visible, je savais une chose avec une clarté absolue. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. La préparation a commencé sans déclaration, sans témoin. Elle s'est installée dans mon quotidien comme une discipline nouvelle, presque ascétique. Je n'avais plus besoin de parler pour avancer. Je devais comprendre, vérifier, organiser. Et surtout, ne plus me laisser distraire par l'émotion. J'ai repris tous les documents. Ceux que j'avais signés, ceux que j'avais refusés, ceux qu'on m'avait simplement montrés. Je les ai classés par date, par thème, par conséquence. Ce travail minutieux m'a rendu calme. Chaque feuille trouvait sa place, chaque détail cessait d'être flou. Là où, autrefois, je me sentais démunie, je me sentais désormais informée. Je me suis renseignée discrètement, pas pour accuser, pas pour provoquer,
Non, pour savoir ce qui était légal, ce qui ne l'était pas, ce qui pouvait être suspendu, revu, annulé. J'arrivais avec des questions précises. Je repartais avec des réponses sobres. On me parlait sans condescendance. On me regardait comme une personne capable de comprendre ses propres affaires. Cette reconnaissance, silencieuse, m'a profondément rétabli. Je notais tout. Les termes exacts, les délais, les implications. Je découvrais que certaines décisions présentées comme urgentes ne l'étaient pas tant que cela. Que certaines démarches engagées sans moi pouvaient être stoppées. Que mon consentement ne pouvait pas être remplacé par une habitude. Ces découvertes n'ont pas provoqué de triomphe. Elles ont installé une vigilance nouvelle. Dans le même temps, j'ai modifié ma manière d'être. Faire de petites choses. Je ne répondais plus immédiatement. Je prenais le temps avant de dire oui. Parfois, je disais non. Sans explication interminable. Sans justification émotionnelle. Ce simple changement a eu un effet inattendu. Ceux qui comptaient sur ma disponibilité automatique ont commencé à s'agiter. Je continuais à me taire sur le fond. Je ne dénonçais rien. Je n'exposais pas ce que je savais. Ce silence n'était plus un retrait. C'était un écran. Il me protégeait, pendant que je consolidais ma position. Ceux qui croient que le pouvoir se prend par la parole sous-estiment souvent la force de l'organisation silencieuse. Je faisais attention à mes gestes, à mes mots. Je ne voulais pas éveiller de soupçons inutiles. Je laissais les habitudes se poursuivre, convaincu qu'elles révéleraient d'elles à même leurs failles. Le pouvoir aime la répétition. Il devient imprudent quand il croit avoir gagné. Chaque jour, je sentais ma posture intérieure se transformer. Je marchais plus droite. Je dormais mieux. Non parce que tout était réglé, mais parce que je savais où j'allais. L'angoisse avait cédé la place à une concentration tranquille. Je n'étais plus en train de subir une situation. J'étais en train de la préparer. Je réfléchissais souvent à ce mot, protester. J'avais protesté toute ma vie, avec des arguments, des nuances, des concessions. Et c'est précisément cette protestation constante qui m'avait maintenu dans une position secondaire. Elle donnait l'illusion du dialogue sans en avoir la force. En cessant de protester, j'avais cessé de nourrir cette illusion. Mais je pensais aussi à mon âge, à la manière dont on l'utilisait pour justifier des décisions à ma place. Cette pensée ne me blessait plus. Elle me rendait attentive. Le temps, loin de me réduire, m'offrait quelque chose de précieux. La capacité d'attendre sans me perdre. De construire sans me montrer. D'agir sans bruit. Je savais que le moment viendrait où je devrais parler à nouveau. Mais ce ne serait plus pour expliquer, ni pour supplier, ni pour alerter. Ce serait pour poser des faits. Et les faits, quand ils sont prêts, n'ont pas besoin d'être défendus avec véhémence. Ils s'imposent. Cette phase de préparation n'était pas une fuite. Elle était une montée en puissance silencieuse. Chaque information collectée, chaque habitude modifiée, chaque nom prononcé calmement renforçait ma position. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais besoin d'être prête. Ils pensaient que mon silence signifiait une acceptation. Ils ignoraient qu'il était devenu une méthode. La lutte de pouvoir avait changé de terrain. Elle ne se jouait plus dans les discussions. Elle se jouait dans la précision, la patience et le refus discret de me laisser déposséder. Je n'étais plus celle qui proteste. J'étais celle qui prépare. Et cette différence, ils allaient bientôt la ressentir. La confrontation n'a pas éclaté comme je l'avais imaginé autrefois. Il n'y a pas eu de cri ni d'ultimatum. Elle s'est imposée d'elle à même, presque naturellement, le jour où l'on m'a proposé de faire un point rapide. Cette formule vague, je la connaissais bien. Elle servait souvent à entériner ce qui avait déjà été décidé. Cette fois, je suis venue autrement. Nous étions assis autour de la table, comme toujours. Les mêmes chaises, les mêmes habitudes. Mais l'atmosphère n'était plus la même. Je n'étais plus dans l'attente d'être entendue. J'étais là pour poser un cadre. Cette différence, même silencieuse, se sentait. Ils ont commencé à parler. Des décisions, des échéances, des démarches engagées. On m'expliquait ce qui allait se passer, pas ce que l'on envisageait. Je les ai laissés aller au bout. J'écoutais attentivement, sans acquiescer, sans interrompre. Mon silence n'était plus une absence. Il était une présence maîtrisée. Quand ils ont fini, j'ai pris la parole. Une phrase, pas plus. Ce que vous décrivez me concerne directement, et je n'ai donné mon accord sur rien de tout cela.
Le silence qui a suivi était dense. Pas un silence gêné, mais un silence surpris. On ne s'attendait pas à cette clarté. On m'a répondu que tout avait été fait dans l'urgence, pour éviter des complications, pour mon bien. Je n'ai pas contesté les intentions. L'urgence n'annule pas le consentement, et je simplement dit. On a tenté de minimiser. De rappeler que j'avais toujours protesté, sans m'opposer réellement. Cette remarque m'a frappée par sa franchise involontaire. Elle révélait exactement ce que j'avais compris trop tard. J'ai répondu sans hausser la voix. Justement, protester ne suffisait pas. Aujourd'hui, je décide. Quelque chose a changé à cet instant. Pas parce que j'étais plus forte. Parce que je n'étais plus négociable. Ils ont évoqué mon âge, avec des précautions oratoires. Toujours cette idée que le temps presse, que certaines décisions doivent être prises tant que c'est possible. J'ai laissé passer une seconde. Mon âge m'empêche de me précipiter, pas de comprendre. Et ai-je répondu. Je n'ai pas montré tous les documents que j'avais préparés. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait de poser des limites claires suffisait à déplacer l'équilibre. Ils ont compris que ce silence-là n'était pas un retrait, mais une position. La discussion s'est tendue. On m'a reproché de compliquer, de ralentir, de revenir sur ce qui semblait acquis. Je n'ai pas nié. Ce qui a été engagé sans moi peut être réexaminé avec moi, et je dis. Et ce sera le cas. Il n'y avait aucune menace dans ma voix. Seulement une certitude tranquille. La lutte de pouvoir, jusqu'à la diffuse, venait de changer de forme. Elle n'était plus un jeu d'influence. Elle devenait une question de cadre, de droit, de présence. Je me suis levée avant eux. J'ai précisé que je prendrais le temps nécessaire pour examiner chaque point, que je ne signerai plus rien sans compréhension complète, et que toute décision future me concernant serait discutée en amont. Pas par courtoisie, par principe. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni victoire, ni soulagement spectaculaire. J'ai ressenti un alignement profond. J'avais cessé de protester, oui, mais j'avais recommencé à décider. Et cette décision-là ne pouvait plus être contournée. Je savais que les conséquences suivraient. Des silences, des résistances, peut-être des tentatives de pression. Mais je savais aussi une chose irréversible. Il ne pourrait plus agir comme avant. Le terrain avait changé. La lutte de pouvoir ne se jouait plus sur ma capacité à argumenter, mais sur leur capacité à me reconnaître comme sujet. Et cette reconnaissance, je n'allais plus la demander. Je venais de la prendre. Après cette confrontation, rien ne s'est calmé comme par enchantement. Je ne l'espérais pas. Quand un équilibre ancien est remis en question, il ne disparaît pas. Il se réorganise, il résiste. Il tente de se maintenir par d'autres voies. Et c'est précisément dans ce temps-là que les lignes de force deviennent visibles. Les jours suivants ont été marqués par une prudence étrange. On me parlait moins, ou autrement. Les phrases étaient mesurées, parfois trop polies. Les conversations se faisaient à demi-mot, comme si chacun craignait désormais de dire quelque chose qui pourrait être repris. Je sentais que mon silence avait changé de nature. Il n'était plus interprété comme une soumission, mais comme une vigilance. Très vite, des fissures sont apparues. Ce qui avait été décidé dans une apparente unité révélait ces tensions internes. Les responsabilités se renvoyaient discrètement. Ce n'était pas exactement ce que j'avais proposé. On avait pourtant convenu que, sans mon ancienne docilité pour lisser les désaccords, chacun devait maintenant assumer sa position. Et cette exposition n'était pas confortable. Je n'intervenais pas. Pas par détachement, mais par lucidité. J'avais longtemps cru que maintenir l'harmonie était mon rôle. Aujourd'hui, je comprenais que cette harmonie reposait largement sur mon effacement. En cessant de l'offrir, je ne détruisais rien. Je cessais de masquer. Il y a eu des tentatives de rapprochement. Des gestes soudains, plus attentifs. Des paroles douces, presque inquiètes. Certaines venaient d'une réelle prise de conscience. D'autres cherchaient surtout à rétablir l'ancien équilibre. Celui où l'on pouvait décider sans me consulter. Je n'ai rejeté ni l'un ni l'autre en bloc. J'ai observé. J'ai accepté ce qui me semblait sincère. J'ai refusé, calmement, ce qui ressemblait à un retour en arrière. Ce refus tranquille déstabilisait plus qu'une colère ouverte. Je ne me justifiais plus. Je n'argumentais plus longuement. Un non posé, sans explication superflue, suffisait. Et ce non
révélaient immédiatement les attentes cachées, des habitudes jamais questionnées. Peu à peu, j'ai pris davantage de distance concrète. Je n'étais plus disponible par réflexe. Je choisissais mes présences, mes engagements, mes silences. Je quittais une discussion quand elle ne me concernait plus. Je laissais les tensions exister sans chercher à les dissoudre. Cette posture nouvelle redessinait lentement ma place. Avec cette distance, une autre vie a commencé à émerger. Des habitudes longtemps mises de côté sont revenues naturellement. Lire sans surveiller l'heure, marcher sans but précis, passer une matinée entière sans être attendu nulle part. Ce temps-là, que j'avais autrefois considéré comme vide, devenait un espace de respiration. Je redécouvrais ce que signifie exister sans fonction assignée. Je me suis aussi rapproché de personnes extérieures à la famille. Des échanges simples, sans histoire commune, sans dette ancienne. Avec elles, je n'avais rien à prouver. Je n'étais ni celle qui proteste, ni celle qui rassure. J'étais simplement présente. Cette reconnaissance, discrète mais réelle, me rappelait que ma valeur ne dépendait pas d'un rôle familial. Il y a eu des moments de solitude, de vraie solitude, sans masque. Elle n'était pas toujours confortable. Elle m'obligeait à répondre à une question essentielle. Qui suis-je quand je ne soutiens plus tout le monde? La réponse ne venait pas immédiatement. Mais cette solitude-là était honnête. Elle ne me demandait pas de me taire pour être aimée. Je constatais aussi que mon âge, qu'on avait parfois utilisé pour me marginaliser, devenait paradoxalement une force. J'avais le temps, j'avais le recul. Et surtout, je n'avais plus l'urgence de plaire. Cette liberté nouvelle me rendait moins vulnérable aux pressions, aux fausses urgences, aux décisions présentées comme inévitables. La famille se réorganisait, sans moi, au centre. Et contrairement à ce que j'aurais cru autrefois, cela ne me détruisait pas. Cela me soulageait. Je n'étais plus le pilier silencieux. J'étais une personne parmi d'autres, avec des limites claires, assumées. Cette période n'était ni paisible, ni violente. Elle était nécessaire. Elle préparait le dernier regard que je poserais sur cette histoire. Un regard débarrassé de la peur de déranger et ancré dans une certitude nouvelle. La lutte de pouvoir avait cessé de se jouer sur ma capacité à protester. Elle se jouait désormais sur ma capacité à tenir. Avec le temps, cette nouvelle configuration a cessé d'être une transition. Elle s'est installée comme une réalité durable, sans éclat, sans déclaration officielle. Les rapports n'étaient plus ceux d'avant, et personne ne faisait semblant de l'ignorer. J'avais cessé de protester, et ce simple fait avait déplacé l'axe autour duquel tout s'organisait. Les échanges familiaux se faisaient plus rares, parfois plus tendus, mais aussi plus clairs. On ne venait plus me chercher pour apaiser, pour traduire, pour amortir les décisions des uns et des autres. Ce rôle-là avait disparu, et avec lui une fatigue ancienne que je n'avais jamais vraiment identifiée. Je découvrais ce que cela faisait de ne plus être le point d'équilibre imposé d'un système fragile. Il y a eu des tentatives pour me ramener subtilement vers l'ancien schéma. Des phrases chargées de souvenirs, des rappels affectifs, des allusions à comment nous avons toujours fait. Je les écoutais sans me fermer. Le passé avait existé, il comptait, mais je ne le laissais plus dicter le présent. La nostalgie, je le comprenais désormais, peut devenir une manière douce de nier les limites nouvelles. Je ressentais moins de culpabilité. Pendant des années, elle avait guidé mes gestes sans que je m'en rende compte. Culpabilité de dire non, de décevoir, de ralentir. En la laissant s'éloigner, je retrouvais une légèreté inattendue. Pas une insouciance, mais une justesse. Je faisais ce qui me semblait droit, sans me dissoudre dans l'attente des autres. Ma vie, en dehors de la famille, prenait une place plus large. Des relations simples, sans enjeu de pouvoir, sans dette ancienne. Des conversations où je n'étais ni indispensable ni secondaire, juste présente. Ces échanges me rappelaient une vérité élémentaire. On peut exister pleinement sans être utile en permanence. Je constatais aussi que mon regard sur moi-même avait changé. Je ne me définissais plus par ce que je faisais pour les autres, mais par ce que je choisissais pour moi. Cette transformation n'était pas spectaculaire. Elle se manifestait dans des décisions modestes, mais assumées. Refuser un rendez-vous sans justification excessive. Organiser mes journées selon mon rythme. Garder le silence sans malaise, quand je n'avais rien à ajouter. Il y avait encore des moments de doute.
Des soirs où je me demandais si cette distance nouvelle n'était pas une solitude trop lourde. Mais ces moments passaient. Ils se heurtaient à une évidence simple. Rester comme avant aurait signifié m'effacer lentement. Cette solitude là, au moins, était honnête. Elle ne me demandait pas de me renier pour être acceptée. Je réfléchissais souvent à cette notion de pouvoir, qui avait longtemps opéré à mon détriment sans se nommer. Je comprenais mieux comment il s'installe. Par la répétition, par l'habitude, par l'acceptation silencieuse. Et je comprenais aussi comment il se déplace. Non par la confrontation directe, mais par le retrait stratégique de ce qui l'alimente. Mais je n'avais pas cherché à punir qui que ce soit. Je n'avais pas cherché à inverser brutalement les rôles. J'avais simplement cessé de participer à un fonctionnement qui me réduisait. Et ce geste, aussi discret soit il, avait suffi à modifier profondément les rapports. Le pouvoir ne trouvait plus en moi le terrain docile dont il avait besoin. Je sentais que j'approchais d'un seuil. Pas une fin triomphante. Pas une victoire éclatante. Un point d'équilibre intérieur. Un endroit où je pouvais regarder le passé sans amertume excessive, le présent sans crainte, et l'avenir sans me sentir déjà en trop. Cette sensation était nouvelle. Elle me donnait une stabilité que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que la conclusion de cette histoire ne serait pas un règlement de compte. Elle serait un positionnement. Une manière de dire, sans bruit, que quelque chose avait été compris et ne serait plus jamais oublié. J'avais cessé de protester, oui, mais ce silence n'était plus une absence de parole. C'était une présence tenue, assumée, irréversible. Cette étape n'était pas encore le dernier mot. Elle était l'installation définitive, dans une posture nouvelle, une manière d'habiter ma vie sans me préparer à disparaître, sans craindre de déranger. J'étais prête, désormais, à regarder cette lutte de pouvoir pour ce qu'elle avait été, et à lui donner sa juste conclusion, sans colère, sans peur, mais avec une lucidité entière. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je ne parle plus de conflit. Je parle de déplacement. D'un glissement silencieux qui a changé ma place, sans que j'aie eu besoin de lever la voix. La lutte de pouvoir n'a pas commencé quand j'ai attaqué, ni quand j'ai exigé. Elle a commencé quand j'ai cessé de protester inutilement, quand j'ai retiré au système ce dont il se nourrissait. Je prodigue mon agitation, mes justifications, ma fatigue. Je ne renie pas la femme que j'ai été. Celle qui expliquait, qui insistait, qui croyait encore que la raison finirait par s'imposer si elle était suffisamment bien formulée. Cette femme-là n'était pas faible. Elle était loyale. Elle pensait que parler, c'était participer, et que participer, c'était exister. Elle ne voyait pas encore que, dans certains rapports, la parole répétée devient un bruit toléré, jamais pris en compte. Cesser de protester a été un acte intérieur avant d'être une stratégie. J'ai arrêté de donner de l'énergie à ce qui ne changeait rien. J'ai arrêté de mendier une écoute qui n'était plus sincère. Et dans cet arrêt, quelque chose s'est redressé en moi. J'ai retrouvé une verticalité que je croyais perdue, avec l'âge, la fatigue, les concessions accumulées. Ils ont cru que mon silence signifiait un renoncement. Ils ont cru que je m'effaçais définitivement. Ils se sont trompés. Ce silence-là n'était pas vide. Il était plein d'observation, de compréhension, de préparation. Il était un refus discret mais absolu de continuer à jouer, un rôle qui me réduisait. Ma vie, aujourd'hui, est plus simple, mais elle est plus juste. Je fais moins de choses, mais je les choisis. Je parle moins, mais mes mots portent. Je ne cherche plus à être indispensable. Je cherche à être cohérente. Cette cohérence m'a rendu une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Les liens familiaux ont changé. Certains se sont distendus, d'autres ont trouvé une forme plus honnête. Comme moi, j'ai compris que la proximité n'est pas toujours synonyme de respect, et que la distance peut parfois être la condition de la dignité. Je n'ai pas perdu une place. J'ai quitté une assignation. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce. Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que j'ai compris tard. Pour les années passées, à croire que protester était une forme de courage. Aujourd'hui, je sais que le courage peut aussi prendre la forme d'un retrait lucide, d'un silence qui ne cède plus. Si je devais m'adresser à celles et ceux qui se reconnaissent dans ce parcours, je ne leur dirais pas de se battre plus fort. Je leur dirais d'observer ce qui se passe quand ils cessent d'expliquer, de regarder attentivement qui s'agite quand ils se taisent. Le pouvoir se révèle toujours dans ce moment-là.
Je n'ai pas cherché la revanche. Je n'ai humilié personne. Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait depuis toujours. Le droit de décider de ce qui me concerne. Le droit de dire oui ou non sans me justifier. Le droit d'exister sans me défendre en permanence. Vieillir ne m'a pas rendue plus faible. Cela m'a rendue plus précise. J'ai appris à reconnaître les situations où parler est inutile et celles où un silence tenu vaut plus que 1000 arguments. Cette précision-là est une force tranquille. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle ne recule plus. Aujourd'hui, je marche à mon rythme. Je ne me presse plus pour rassurer, ni pour prouver. Je ne crains plus d'être mise à l'écart, parce que je sais désormais que ma place ne dépend pas de l'autorisation d'Eric. Autre, elle dépend de la manière dont je me tiens en moi à même. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase de toute cette histoire, une phrase pour celles et ceux qui ont longtemps confondu protestation et pouvoir, ce serait celle-ci, simple, ferme, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice. C'est